Bonjour à tous et à toutes, merci de commencer votre semaine sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Au programme de Nord-Pas-de-Calais Matin, aujourd'hui, on vous parlera de ces milliers de jeunes qui, chaque week-end, passent la frontière pour faire la fête. Quelles sont leurs habitudes de consommation? On parle prévention ce matin à l'occasion de la sortie d'une étude transfrontalière. On sait à quel point les enfants aiment danser. Un spectacle consacré à la danse contemporaine leur est entièrement dédié. Le festival Les Petits Pas, et on y va à grands pas. En grande pompe, ce sont les 22e victoires de la musique classique en direct ce soir à l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille et sur notre antenne sur France 3 avec l'Orchestre National de Lille sous la direction de Jean-Claude Casadesus. Bien sûr, notre invité ce matin. C'est le programme de Nord-Pas-de-Calais Matin et c'est le générique tout de suite. On se retrouve après. Lundi 2 février, bienvenue sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais Matin. Ils nous attendent bien sûr, notre équipe de Globetrotters, Hélène Toneillet et Jean-Marie Barfetti. Ils sont tout près de Valenciennes ce matin. Et oui, nous sommes à 60 km de Lille, près de Valenciennes, à Sebourg, un village de 2000 habitants dont l'histoire est étroitement liée à Saint-Druon, le patron des bergers. Alors la richesse patrimoniale et la passion des habitants pour Sebourg l'a conduite à être nominée à l'émission Le village préféré des Français. On vous explique pourquoi tout au long de l'émission. À tout à l'heure. Merci Hélène. Le temps pour nous est bien d'aller faire un tour du côté de la météo pour retrouver Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Pour nous faire un point sur la météo de ce début de semaine. C'était pas terrible ce week-end. C'était pas terrible ce week-end, mais aujourd'hui c'est plutôt pas mal. Hein. Aujourd'hui c'est plutôt pas mal. Vous allez le voir. D'ailleurs, on va tout de suite prendre la direction d'un petit village de 353 habitants. Nous sommes à l'est de la forêt de Boulogne-sur-Mer. Nous sommes à Bellebrune grâce à Philippe qui nous a envoyé cette photo. Regardez, c'est joli. Hein. Ouais, sympa. On voit du ciel bleu, etc. Évidemment, ça change du temps de ce week-end. Et puis Margot, qui elle est à Lille, est beaucoup plus matinale, vous allez le voir, puisque la lumière est encore éclairée, est encore allumée dans les rues de Lille. Voilà une petite photo de Lille ce matin, où là aussi on ne voit pas beaucoup de nuages. Et pour cause, nous avons aujourd'hui des conditions météo plutôt sympas, avec un ciel où passage nuageux et éclaircies vont alterner. Mais je dirais que globalement, le soleil devrait briller majoritairement. Ce ciel bleu étant sec que j'aime. Voilà, ce ciel bleu sec et frais, puisque côté température pour cet après-midi, nous partirons de 2 degrés dans la Vénois pour atteindre jusque 5 grands maximum dans le Dunkerquois ou dans la métropole lilloise. Bref, c'est plutôt frais et ça va être toute la semaine. Je vais être honnête avec vous. Demain matin, on prévoit les petites moufles, l'écharpe, le bonnet. On va descendre à -4 localement. Attention, demain matin, à la formation de bancs de brume et de brouillard. Quelques petites averses de neige sont possibles. Après, globalement, on va rester plutôt dans la grisaille tout au long de la journée. 2 en moyenne demain après-midi. Vous voyez, Christine, ce que je vous disais, il fait frais. Et puis mercredi, encore un peu de grisaille matinale, donc on ne saurait que trop vous inviter, évidemment, à être très prudent sur les routes le matin, avec des phénomènes glissants sur les chaussées. Et dans l'après-midi, un ciel variable, pouvant peut-être donner quelques gouttes le long du littoral, avec de la neige mêlée, évidemment, cette saison, nous sommes en hiver. Alors, on a une petite info plus pour vous. Oui, vous n'êtes pas encore mamie, vous êtes loin d'être mamie. Évidemment, vous savez, ça arrive vite. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la région Nord-Pas-de-Calais possède les plus belles filles de la planète, c'est vrai qu'il n'est-ce pas? Concours. Allez, il y a un concours de super mamie. Et oui, la finale est à Nice, mais la finale régionale a lieu que je ne vous dise pas de bêtises, le 8 mars à Fourmies. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 février. Ou inscrivez votre mamie. Si voilà. Les mamies veulent Alors pas en fait, c'est aussi l'idée concrètement, il faut être grand-mère, peu importe l'âge. Il faut être parrainé par un de ses petits-enfants. Il faut avoir un parcours de vie basé sur la tendresse et la solidarité. Ça, c'est typique des gens du Nord. Et puis, il faut être dévoué bénévolement à une cause ou une association locale. Donc voilà, toutes les infos sur www.supermamie.com. Les mamies du Nord-Pas-de-Calais, je vous invite à y aller pour nous représenter au niveau national, bien sûr. Et elles sont nombreuses et super mamies dans la région. Il y en a plein. Il n'y a que ça. Merci Anne-Sophie. On vous retrouve avant le journal de midi pour le point complet sur la météo. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller retrouver Vincent Dupire. Bonjour Vincent. Bonjour Christine, bonjour à tous. À la une aujourd'hui, l'ouverture du très médiatique procès de l'affaire du Carlton. 14 prévenus comparaissent à partir d'aujourd'hui et pendant 3 semaines devant le tribunal correctionnel de Lille. Le plus attendu d'entre eux, Dominique Strauss-Kahn, témoignera en milieu de semaine prochaine. Et puis dans une toute autre ambiance, nous serons ce soir en direct du Nouveau Siècle pour les victoires de la musique classique. Ce sera en direct sur
France 3 ce soir, une émission présentée par Louis Laforge. Et puis nous reviendrons dès ce midi sur les plus belles images des 40 ans de l'Enduropal du Touquet qui s'est disputé hier dans des conditions dantesques avec un accident spectaculaire au bout de la première ligne droite impliquant une vingtaine de pilotes. L'Enduropal 40e édition qui a été remportée par le nordiste Adrien Van Beveren. Voilà le menu du jour, Christine. Merci Vincent, à tout à l'heure à midi pour l'actualité détaillée. Et nous, on va continuer avec la revue de presse et à lire dans La Voix du Nord de Maubeuge une pleine page sur un gendarme pas comme les autres. Havana, c'est son nom, n'est autre qu'un magnifique berger malinois qui a récemment pris ses fonctions au sein de l'équipe cynophile de la gendarmerie d'Avesnes-sur-Helpe pour la détection de stupéfiants, d'armes et de billets. Havana a été choisi, comme vous vous en doutez, pour son flair hors pair. On continue avec La Voix du Nord de Lille et en page métropole. Vous connaissez la chanson, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Eh bien, un jeune étudiant de Lille, Marc Aubel, lui a préféré user les pneus de son vélo pour réaliser son tour d'Europe. Alors, quelques chiffres. Le 18 janvier, c'était la date de son départ. À 25, c'est le nombre de pays qu'il va traverser. 220, le nombre de jours pour effectuer ce périple. Et 8700, le nombre de kilomètres parcourus au cours de ce tour d'Europe. À suivre, donc, on en reparlera. Et puis, on termine avec La Voix du Nord d'Arras, avec un festival pour les tout petits, mais vraiment tout petits, puisque ça commence dès 6 mois. C'est le festival Les Rototos, qui est organisé par le service culturel de Bru et la Buissière. Et ça se déroule à partir du 7 février jusqu'à la fin du mois. Spectacles, expositions, séances de cinéma, des manifestations à vivre, sucette à la bouche et doudou en main. Voilà pour la presse ce matin. Elle nous attend, bien sûr, du côté de Valenciennes. C'est Hélène Tonnelier. On la retrouve tout de suite. Hélène. Ah, on a un petit problème pour retrouver Hélène. Alors, est-ce qu'on retrouve tout de suite Hélène ou pas? Il y a une autre On a un petit problème, alors on va retrouver Hélène tout à l'heure. Le temps, bien pour nous, de passer à la... Ah, on l'a retrouvée apparemment. Et je vous le disais, ce qui a fait la célébrité de ce bourg, c'est notamment Saint-Druon. Nous nous trouvons ici dans la pièce où il a été cloîtré. Donc Saint-Druon, saint du XIIe siècle. Alors je suis avec un passionné de la ville de Sebourg qui va nous raconter un petit peu qu'est-ce qui a fait la célébrité de Saint-Druon. Ce qui a fait la célébrité de Saint-Druon, c'est ses miracles. Et notamment, alors, il y avait ce gisant, c'est ça, qui jouait un rôle dans les miracles. Dans les miracles, c'est-à-dire surtout au moment d'honorer Saint-Druon. C'est-à-dire que les paroissiens vénéraient leur saint avec une baguette en bois, ils frottaient le gisant qu'ils reproduisaient chez eux pour protéger les animaux. Parce que c'était le saint patron des bergers. Voilà, oui. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il était saint patron des bergers? Il est devenu saint patron des bergers parce qu'il a eu guéri pas mal de personnes. Et là, ce qu'on peut voir, c'est un des ossements de Saint-Druon. Saint-Druon, oui. Une chasse, en fait, c'est ça qui... Oui, alors c'est une chasse qui avait été offerte à l'abbaye de Marwal. Et quand l'abbaye de Marwal fut incendiée, elle nous a été rendue. Et là, voilà tombeau. Là, c'est le tombeau de Saint-Druon. Parce qu'en fait, l'église, elle est très ancienne. Elle est très ancienne, elle est du XIe siècle. Et ici, elle est agrandie à partir du XVIe siècle, qu'on a voulu sortir le corps de Saint-Druon et qu'on a découvert qu'il était plein d'or, Donc en fait, ils ont ouvert le tombeau, les paroissiens, on a trouvé des pièces d'or. Voilà, oui. Comment ça se fait? C'est quoi, chaque c'est un miracle? Chaque paroissien venait honorer Saint-Druon dû à tous ces miracles. Et pour le remercier, offrait des pièces d'or dans son caveau pour... Il les glissait par l'interstice qu'il y avait avant entre les deux, c'est ça? Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu rénover et agrandir l'église Saint-Druon, qui aujourd'hui est magnifique, comme on peut le voir. Merci beaucoup pour cette visite. Nous, on va continuer avec les autres atouts que l'on peut voir à Sebourg, et notamment des collectionneurs de fer à repasser. C'est dans un instant. C'est dans un instant et je vais récupérer mes feuilles que j'ai laissées sur la table. Voilà, c'est du direct. Allez, on va parler maintenant de cette étude transfrontalière qui est sortie récemment, qui s'intéresse à ces jeunes qui passent la frontière chaque week-end pour aller faire la fête. Alors, quelles sont leurs habitudes de consommation au niveau du tabac, de l'alcool? On va en parler avec mon invité Georges Jouzlon. Bonjour. Georges. Vous êtes directeur de Spiritech. Alors, Spiritech, en un mot, c'est une association donc qui est
est basée à Lille et qui est là pour faire de la prévention auprès des jeunes. Voilà, tout à fait. Donc, Spiritech est une association qui existe depuis 1996. Donc, nos grands champs d'intervention sont la prévention et la réduction des risques en milieu festif. Donc, l'idée générale, c'est d'être en immersion dans les milieux festifs afin de pouvoir diffuser des messages de prévention auprès des jeunes dans leur milieu de fête. Alors pendant 5 ans, vous avez arpenté les festivals, les soirées événementielles, principalement de l'autre côté de la frontière, pour interroger ces jeunes. Il y a à peu près combien de jeunes qui ont été interrogés justement pour participer à cette enquête ? On est environ sur 400 jeunes. Alors pour préciser le cadre de l'enquête, en fait, Spiritech intervient maintenant depuis une dizaine d'années, donc sur des programmes Interreg sur la France, sur la partie wallonne, et également depuis 4 ans donc sur la partie flamande. Donc l'enquête est particulièrement sur la partie flamande. L'idée de cette enquête, de cette étude qu'on a réalisée avec nos partenaires belges, donc l'association Vitalson qui est en partie néerlandophone, l'idée c'était effectivement de faire un focus après 4 ans d'activité sur un petit peu les jeunes qui fréquentent les lieux festifs et de voir un petit peu, d'étudier un petit peu leur habitude, mais également de savoir un petit peu quel degré de satisfaction ils avaient par rapport à nos interventions. L'idée de cette étude, étant donné qu'on est sur la fin d'un programme Interreg, au bout de 4 ans, l'idée est de penser le renouvellement, c'était amener des éléments objectifs afin effectivement de pouvoir inciter les financeurs, programme Interreg et l'Agence régionale de santé, et le Conseil général à pouvoir poursuivre. Montrer l'intérêt de ce type d'enquête. Alors, les résultats sont quand même assez éloquents sur les jeunes qui ont été interrogés. Il y a quelques chiffres qui ressortent principalement. Oui, alors, petite précision au niveau des chiffres. On est bien là sur les jeunes qu'on a interrogés directement sur le milieu festif et ces jeunes qui viennent directement au niveau du stand. Oui, c'est une démarche de ces jeunes qui viennent vous rencontrer sur le stand. Les chiffres ne sont pas représentatifs de la totalité des jeunes qui traversent la frontière et au niveau festif. Donc on a un mélange de jeunes français et de jeunes néerlandais. Donc par exemple, là on a pour le tabac, chaque jeune, les jeunes nous ont donné l'information que 80% avaient déjà consommé du tabac. À 22 ans. La moyenne c'est 22 ans. La moyenne c'est 22 ans. Donc on est aussi sur 80% au niveau du cannabis. 80% au niveau de l'alcool, voilà. Donc on a les drogues sont partie intégrante effectivement des activités festives des jeunes. Alors le but de votre action, c'est pas l'interdiction bien sûr, mais c'est vraiment d'informer, de sensibiliser les jeunes. Donc là une démarche nous de prévention et de réduction des risques. Notre idée est d'amener les jeunes à être acteurs et responsables de la consommation. Donc l'idée n'est pas de juger et de moraliser par rapport aux consommations, mais bien dans l'idée effectivement de les sensibiliser et d'en amenant une information et une connaissance afin qu'ils soient eux-mêmes acteurs par rapport à la promotion de leur propre santé. Voilà, c'est susciter l'échange et puis les mettre en relation aussi avec des lieux qui peuvent leur être utiles. Tout à fait, parce que là nous on est intégrés au milieu festif, on est vraiment dans le lieu, dans la discothèque ou dans l'espace festif ou le festival. L'idée effectivement dans l'échange, c'est d'amener, pour certains qui le désirent, à une prise de conscience, afin, s'il y a des questionnements au niveau de leur santé, qu'ils puissent effectivement ensuite aller dans des lieux de soins. Donc on a sur la métropole un ensemble de lieux qui existent, également du côté néerlandophone. Voilà, donc l'idée c'est d'amener une responsabilisation, une prise de conscience, enfin effectivement d'une démarche ensuite volontaire de leur part. Voilà, qu'ils aillent vers ces lieux d'accueil pour effectivement rencontrer des personnes pour les informer. Au sein de Spiritech même, vous organisez aussi des actions sur la métropole lilloise. Alors Spiritech, fort de son expérience, on est évidemment conscient de développer d'autres projets. Par exemple, on intervient au niveau du milieu étudiant. On s'est rendu compte que le milieu étudiant était un milieu sensible, les organisateurs de soirées étaient sensibles sur la question de la responsabilité de la santé de leurs pairs. On a créé un outil qu'on appelle Born to be Alive. Cet outil, en fait, c'est une borne éthylotest, mais agrémentée de flyers, également de préservatifs et de bouchons d'oreilles. Et ce sont les étudiants organisateurs qui sont formés et qui eux-mêmes qui font la démarche, qui deviennent un petit peu qui font la transmission et le passage de l'information auprès d'eux. Et cette conscience-là nous amène vraiment une dynamique de co-responsabilité. Et ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, au fil des années, ce message fait que les soirées étudiantes
prennent en compétence et en qualité par la suite. C'est se prendre en charge, en fait. On ne va pas interdire de faire la fête, mais le faire de manière intelligente. Et de faire de belles fêtes. Voilà, de faire de belles fêtes. Merci beaucoup, Georges Janson, d'être venu nous avoir en parler. Je rappelle que vous êtes directeur de l'association Spiritech à Lille. Voilà. Merci. Merci à vous. Allez, tout de suite, on va passer à notre chronique emploi et on s'intéresse aux chefs d'entreprise aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il est bon parfois de faire une petite pause. Et faire une petite pause, j'en parle avec mon invité Frédéric Caron. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors une pause pour les chefs d'entreprise pour décompresser. Alors il y en a qui font du sport, c'est une bonne chose. Et il y en a d'autres qui décident de passer une journée particulière. C'est le concept de votre société, Le Monde à l'endroit. Vous êtes la fondatrice. Alors expliquez-nous le concept justement. Cette journée particulière, c'est quoi ? Rien de plus simple, puisque ce sont des dirigeants d'entreprise, donc des comités de direction, des groupes de collaborateurs, qui, le temps d'une journée, d'une demi-journée, d'une soirée, se laissent emmener dans le monde à l'endroit. Et le monde à l'endroit, c'est quoi ? C'est qu'ils se retrouvent totalement à l'opposé de leur quotidien professionnel. Et le temps de cette journée, ils se retrouvent pêcheurs à pied, agriculteurs, cuisiniers, des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. On va d'ailleurs voir tout de suite un reportage signé Myriam Schelcher et Sébastien Gurac. On a suivi une de ces journées il y a quelques mois particulières. Ils ont revêtu le bleu de travail et ce n'est pas leur costume habituel. Et voilà. Le temps d'une journée, voici ces dirigeants d'entreprise métamorphosés en charpentiers de marine. Complète qui travaille. Le pouce là tout près. Au départ, ce matin-là à Lille, ils ne savaient rien de ce métier, ni du lieu qui les accueillerait. On est toujours sur des sujets soit créatifs, soit stratégiques un peu compliqués. Et du coup, passer une journée où on ne sait pas ce qu'on va faire et on se laisse guider dans un métier qu'on ne connaît pas du tout, ben voilà, c'est juste une journée complètement déconnectée, où on fait confiance et on se laisse faire. Se déconnecter de son quotidien en plongeant dans la vie d'un autre, voilà précisément le concept proposé à ses dirigeants. Qu'est-ce que je suis forte. Dans la vraie vie, Florent s'occupe de fusion et d'acquisition d'entreprises. Taper sur des clous lui fait manifestement le plus grand bien. Hier, j'étais sur un dossier où il y avait des banquiers, donc je me suis dit tiens, c'est sympa ce matin. Mes clous sont mes banquiers. Mon marteau, c'est une façon d'exprimer, de se défouler. C'est défoulant, je trouve, c'est pas mal. Ça permet aussi de créer des liens, je pense, un peu privilégiés avec des gens qui subissent aussi. C'est un peu la solitude du chef d'entreprise en règle générale. Moi, je côtoie régulièrement, mes clients, ce sont que des chefs d'entreprise dans mon métier. Et en fait, c'est intéressant là de partager un truc avec d'autres chefs d'entreprise. Et pas simplement sur l'aspect travail de ce qu'on fait au quotidien, mais sur des choses simples. En apparence, parce que c'est pas simple. Les enfants. Après avoir construit une barque traditionnelle du Marais Audomarois, l'heure est venue de l'essayer. L'ambiance est potache, les dirigeants détendus. Est-ce que ça prend l'eau ? L'objectif est pleinement atteint. Chacun choisit le rythme de sa journée. Chacun va à son rythme. On est libre dans le monde à l'endroit. C'est une journée de déconnexion. Donc on travaille, mais à son rythme. Demain, nos dirigeants d'entreprise retrouveront leur bureau et leurs responsabilités. Il s'agira alors de se souvenir qu'il est parfois bon de lâcher prise. Alors, Frédéric Caron, lâcher prise, revenir à des vraies valeurs, c'est essentiel pour retrouver de l'énergie ? Pour retrouver de l'énergie et aussi beaucoup de solidarité, de confiance dans le travail, dans le monde de l'entreprise. Puisqu'en fait, les gens, je vous donne juste les témoignages des dirigeants et des cadres dirigeants qu'est-ce qu'ils retirent comme enseignement ? D'abord, c'est un merci, mais pas un merci à celles qui organisent les journées, un merci à ce monde qui finalement est peut-être à l'endroit où on remet un petit peu les pieds sur terre, on relativise, on s'aperçoit que finalement il y a des choses qui fonctionnent bien, qu'on essaie de tout maîtriser et qu'en fait il y a pas mal de choses qu'on peut laisser un petit peu aller. On apprend à lâcher prise, à remettre un petit peu les pieds à l'endroit. La particularité, c'est qu'ils ne se connaissent pas également, tous ces dirigeants, le temps d'une journée. Alors, il y a des groupes où on part dans le monde à l'endroit pour la cohésion, ce qui change des journées où on est dans le loisir, dans de l'incentive. Là, on est vraiment dans du lâcher prise et du retour aux sources. Et il y a des dirigeants aussi qui viennent dans des groupes inter-entreprises qui ne se connaissent pas. Et donc, c'est vraiment une manière très originale de prendre contact, de partager avec des pairs PAIR et de se découvrir dans des valeurs on ne peut plus
Absolument pas formel. Ces dirigeants qui ont l'habitude de tout gérer au quotidien, est-ce qu'ils facilement se laissent prendre par la main un petit peu comme ça? Mais écoutez, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'au départ, ils arrivent un petit peu parfois dubitatifs. Et puis vous savez, le fait que vous partagiez totalement la journée avec quelqu'un qui a un métier à l'opposé du vôtre, vous n'allez pas au restaurant, vous déjeunez dans la ferme avec l'agriculteur. Donc vous voyez, petit à petit, très vite, comme vous ne connaissez pas le métier, que vous êtes dans un environnement que vous ne maîtrisez pas, et ben vous lâchez peut-être par politesse au début totalement les masques, mais petit à petit, ça devient naturel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée au départ pour terminer de monter ce concept ? Convaincu que c'est que dans la simplicité, l'humilité et la vérité d'être soi-même qu'on peut justement sortir toute sa potentialité. Très bien passé le message, Frédéric Caron. Merci beaucoup pour le monde à l'endroit. Allez, on va tout de suite nous passer aux offres d'emploi de ce lundi. Notez qu'à Liévin, pour un CDD de 6 mois, on recrute un assistant aux ressources humaines. Il faut une expérience professionnelle de 3 ans. Dans le Pas-de-Calais, pour un CDI, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour un CDI, on recrute un technicien en installation de surveillance avec une expérience professionnelle de 2 ans. Et enfin, on termine avec un CDD de 6 mois qui est à pourvoir pour un poste de dessinateur d'études du bâtiment à Rouvroy avec une expérience professionnelle également de 3 ans. On part tout de suite près de Valenciennes pour retrouver Hélène qui nous attend, elle aussi, pour nous faire découvrir de magnifiques choses. Il y a une autre spécificité à Sebourg, c'est l'association FER dont Jean-Pierre Lansky est le président. Bonjour. Alors, votre association collectionne les fers à repasser, vous en avez des milliers, c'est ça ? Tout à fait. Et alors, par exemple, là, on a un exemple assez particulier d'une des machines. Elle servait à quoi ? Oui, alors des fers en tout domaine. Et ici, vous avez une machine à glacer et rouler les cols utilisée au début du XXe siècle. Alors, ça servait à quoi ? C'est parce qu'en fait, on pouvait changer les cols à l'époque ? Tout à fait. Donc, on pouvait porter la chemise autant de temps qu'on voulait, mais être élégant en changeant uniquement le col. Ici, vous avez des fers spécifiques pour glacer les cols, les manchettes et les chemises plastronnées. Toutes sortes de fers. Là, ce sont des fers pour enfants ? Alors ici, vous avez des fers d'enfants qui étaient utilisés autrefois par les enfants de grandes maisons où la gouvernante pouvait permettre à l'enfant de faire comme maman. Parce qu'ils fonctionnaient vraiment, donc il fallait quelqu'un pour les surveiller. Tout à fait. Et alors, vous avez un spécimen assez particulier ici. Qu'est-ce que c'est ? Alors voilà un fer que j'ai déniché il y a peu de temps dans une brocante. Et ce fer est un fer de voyage. Il était utilisé à l'aide de 3 fiches qui permettent donc d'utiliser le 110 volts et le 220 volts. Déjà, première particularité. Ensuite, ce fer qui permettait de repasser normalement pouvait, par le biais de la poignée qui se rabattait, être retourné et servir de moyen de chauffage pour ici avoir de l'eau chaude pour du thé. Ça, c'est très ou pratique. Se raser. Tout à fait. C'est ingénieux, pratique. Ici, une ouverture permettait de chauffer les fers à friser les moustaches ou les cheveux. Je connais un collègue à qui ça plairait beaucoup. Alors donc, on chauffait comme ça, et puis après, on mettait dans les cheveux pour onduler. Rouler. Ça date de quelle époque ? Alors, ce fer est un fer dont le brevet a été déposé en 1923 en Tchécoslovaquie. D'accord. Et il a encore une autre spécificité. Et dernière particularité surprenante, c'est que la semelle va pouvoir se démonter facilement, comme ceci, et puis laisser apparaître une résistance électrique bien rouge qui va être utilisée pour griller du pain. On a rarement vu un outil aussi pratique avec autant de fonctions et vous allez nous en faire découvrir encore bien d'autres tout au long de l'émission. Merci beaucoup. Volontiers. Et oui, bien d'autres. À tout à l'heure, Hélène. Nous, on va parler droit à présent sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin et on parle héritage ce matin. Avec notre notaire Patrice Bédier. Bonjour Patrice. Alors, on va parler héritage ce matin et notamment lorsque l'on n'a pas d'héritier direct. Quelles sont les solutions ? C'est la question que nous pose Jules cette semaine. Je n'ai pas d'héritier proche, nous écrit-il. Comment dois-je faire ? Alors, première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'on appelle héritier direct ? Ça se situe à quel niveau ? Je pense que quand il évoque des héritiers proches, il doit vouloir dire qu'il n'a ni enfants, ni frères et sœurs sans doute, ni plus ses parents. Et je crois qu'il a raison de se préoccuper
de la situation. Dans tous les cas de figure, on retrouverait inévitablement des héritiers, même éloignés, quitte à ça faire peut être les cousins, ça des peut tantes, être les cousins, ou même un peu plus loin, ce qui nécessite quelquefois de faire appel à un généalogiste et de compliquer très sérieusement les règlements à faire. Dans son cas, le plus simple serait certainement de faire un testament. Faire un testament, ça lui permettrait en toute liberté, considérant sa situation de famille, ça lui permettrait en toute liberté de décider lui-même qui doit recevoir ses biens et de quelle façon. C'est-à-dire que même si on retrouve des héritiers très éloignés, à partir du moment où il a fait un testament, c'est lui qui a décidé. Et donc, c'est lui qui aura décidé. La famille n'hérite pas. Voilà, la famille n'héritera pas. Oui, absolument. Alors, comment ça se passe pour faire un testament, justement ? Il y a plusieurs... Alors, c'est très simple, en fait. Il y a plusieurs formes qui sont prévues par la loi. On écrit sur un papier, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. On peut, non, tout à fait, c'est ça. On peut écrire sur un papier, ça s'appelle un testament holographe. Alors, il faut qu'il soit au moins entièrement fait à la main, daté et signé. À la limite, le support importe peu. On a déjà vu des testaments sur des cartons de biscottes où tout est possible. Le tout, c'est que l'original soit toujours là au moment où on règle la succession, que ça ne soit pas perdu, que ça ne soit pas détruit. Quelquefois, certaines convoitises pourraient apparaître. Et ça, il est prudent de le conserver très soigneusement et sans doute de le mettre en dépôt chez un notaire, justement, pour qu'on ait la certitude qu'il sorte instantanément en cas de décès. Mais il ne faut pas le faire en présence de quelqu'un, parce qu'en fait, comment on a la certitude que c'est bien la personne qui veut léguer qui a fait ce papier le testament holographe, la loi prévoit qu'il soit valable de cette façon-là, mais il peut éventuellement y avoir certains recours ou certaines vérifications après le décès. Mais il existe une autre forme de testament. Si la personne est en possession de tous ses moyens, où elle le fait, oui, il y a toutes ces questions qui la personne peut faire aussi un testament authentique, où là c'est une démarche beaucoup plus solennelle, où elle dicte son testament devant le notaire, et même plus exactement devant 2 notaires ou avec des témoins, où elle dicte ses volontés. Mais on a là un testament qui est fait dans une forme beaucoup plus forte, qui a une force beaucoup plus rapide au moment du décès. Alors, donc Gilles, ces 2 solutions, soit un testament holographe ou testament authentique. Ça a un coût, tout ça ? Comment ça se passe ? Ça a un coût, c'est très raisonnable. Le testament holographe, son seul coût, c'est le dépôt et l'enregistrement au fichier des testaments, une 40aine d'euros. Donc c'est vraiment très faible, très raisonnable. Et alors, par exemple, Jules peut décider de léguer ses biens à une association. Il a vraiment libre cours. Ça aussi, ça mérite une vraie réflexion. Parce que en léguant ses biens, selon le degré de proximité de la personne, il peut qu'il y ait beaucoup d'impôts à payer. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut calculer et qu'il connaisse avant. Il faut en parler avec son notaire impérativement. S'il désigne une association, la précaution à prendre est de viser une association reconnue d'utilité publique. Beaucoup d'associations reconnues d'utilité publique, elles sont dispensées du paiement de l'impôt en cas de décès, et elles ont donc la certitude, quand on laisse 100 €, de recevoir et d'utiliser pour les œuvres 100 € complètement. Voilà, parce que si Jules décide de léguer ses biens à une personne en particulier, elle aura ce paiement d'impôt. Absolument, oui. L'impôt, quand on sort des degrés proches, l'impôt est à 60%. Donc, on laisse 100 €, la personne en reçoit au mieux 40. Donc il faut bien réfléchir. Bon, j'espère que, Jules, on a répondu à votre question. N'hésitez pas surtout à consulter votre notaire. Vous savez que vous pouvez consulter gratuitement vos notaires pour avoir toutes ces informations. Et puis nous, on vous retrouve très prochainement. Très bien, merci. Patrice, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Allez, à suivre dans Nord-Pas-de-Calais Matin, de la danse. Mais attention, pour les tout petits, ils adorent ça tombe bien. Un festival de danse contemporaine leur est entièrement dédié. C'est le festival Les Petits Pas et on y va à grands pas, bien sûr, avec Audrey Caudron dans quelques instants. Et puis de la musique avec un événement à ne pas manquer. C'est ce soir au Nouveau Siècle à Lille et en direct sur notre antenne sur France 3. Les 22e victoires de la musique classique. Elles se déroulent à Lille ce soir avec l'Orchestre National de Lille sous la direction de Jean-Claude Casatsu, bien sûr, qui nous fait le plaisir d'être notre invité en fin d'émission. On le retrouvera dans quelques instants, mais tout de suite, allez, de la danse pour les tout petits. Bonjour Audrey. Bonjour Christine. Vous nous avez déniché un festival vraiment pour les tout petits. Pour les enfants. Pour les enfants. Effectivement, les initiés à la danse contemporaine. Ils aiment ça en général. Voilà, ils aiment ça, mais parfois ils n'ont pas l'habitude de découvrir ça au quotidien. Un festival qui fête cette année ses 10 ans. C'est le festival Les Petits Pas, qui est organisé par le Centre de développement chorégraphique, le Gymnase,
à Roubaix. Alors ça se passe un petit peu partout dans la région. Il y a un partenariat avec différentes salles, à Villeneuve-d'Ascq, la Rose des Vents, à Roubaix, la Condition publique. Oui, donc il y a plusieurs lieux à la Maison Folie de Beaulieu de l'Homme, aussi à Courtrai, parce qu'il y a un partenariat avec la ville de Courtrai, transfrontalier. Donc plein de choses. L'idée, c'est de donner envie, de montrer que la danse contemporaine, ça peut aussi s'associer à d'autres pratiques artistiques, de la musique live, des arts du cirque, de la vidéo, plein de choses. Alors vraiment, je vous ai fait une petite sélection oui, parce qu'il y en a beaucoup de spectacles. Alors il faut compter à peu près une quarantaine de représentations et puis une dizaine de compagnies. Ça se passe qui seront du 13 au 20 février, avec aussi des petits ateliers avant, donc il faut vraiment regarder le programme déjà. Alors déjà, l'idée, c'est des contes revisités. Alors des choses, des lectures par des chorégraphes de contes traditionnels. Par exemple, le traditionnel La Belle au Bois dormant. Donc ça se passe au Vivat d'Armentières le 14 février. C'est à partir de 7 ans. C'est par la Compagnie des Fêtes Galantes. Alors c'est vraiment un spectacle assez original puisqu'il est créé par Béatrice Massin, qui est une référente de la danse baroque en France et qui va proposer vraiment un voyage dans le temps à travers cette danse baroque. Pareil, sur cette même idée de La Belle au Bois dormant, La Belle, par la chorégraphe, par Bérangère Fournier et Samuel Faccioli. Ça se passe au gymnase de Roubaix. Et là, on va rentrer vraiment dans un épisode qui n'est pas tellement développé dans La Belle au Bois dormant. C'est le sommeil, les 100 ans. Donc on est dans le rêve, on est dans la magie, des choses qui sont comptées nulle part et là, qui vont apparaître devant nous par la danse. C'est à partir de quel âge à peu près? Pareil, alors ça, on est sur 7 ans. Beaucoup, voilà. Les spectacles cette année sont plus sur 7 ans avec aussi un atelier pour les plus petits. Mais on est plus sur les 6-7 ans cette année. Et puis, il va se passer aussi des choses très originales avec une scénographie particulièrement soignée. Alors moi, j'ai craqué pour, alors je vais essayer de le dire, c'est en allemand, Vielleicht, qui veut dire peut-être. Apparemment, ça a l'air de bien aussi, alors on m'a expliqué, ça veut dire peut-être, mais ça veut aussi dire quand c'est en 2 mots très léger. Et là, la chorégraphe, la danseuse, va se transformer en marionnette. Elle va essayer de se hisser, de se soulever. C'est vraiment un spectacle. Images, oui. Voilà, et ça se passe au Prato. Là, je vous parlais des arts du cirque. Et c'est le 19 février. Et puis aussi, quelque chose pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur et je vous invite à découvrir à partir de 5 ans, les lecteurs complices. C'est complètement interactif. Ça se passe à la Condition publique le dimanche 15 février. Et là, enfants et parents vont devenir à la fois spectateurs et acteurs et vont participer. Je crois qu'on a un petit extrait. On va regarder tout de suite. Et ça va, vous allez comprendre tout de suite. Lisez maintenant les indications de la page 5. Page 5. Ouais, c'est sympa, dis donc. Non, vraiment, hein, ça donne envie. On les fait enfants ça avec les enfants, ça se passe bien. C'est à petit prix. Comptez 2 € pour les enfants, 5 € pour les adultes. C'est à partir de 5 ans, c'est le 15 février. Dimanche. Alors, on pense à réserver tout ça sur le site du festival Les Petits Pas par le gymnase. Et puis, dans cette même idée de partage parents-enfants, il y a des ateliers. Ça commence dès ce samedi pour un atelier pour les 2-3 ans, en duo, parents et enfants. Ça s'appelle 1, 2, toi et moi. On va essayer de travailler ensemble avec une chorégraphe qui s'appelle Sandrine Becquet, qui est une habituée des stages qui se font par le Centre de développement chorégraphique et qui va proposer aussi tout au long du festival des ateliers ados adultes. Alors ça, c'est un peu une nouveauté. Donc, on va voir comment ça va se fonctionner. Comment les uns s'accordent avec les autres. Voilà, exactement. Des ateliers pour les 7-9 ans, des ateliers pour les
4, 6 ans. Voilà, tout ça. Donc ça se passe à Roubaix avec le gymnase et on réserve. Mais voilà, il y a un beau panel de spectacles à découvrir pour s'initier à la danse contemporaine. Merci beaucoup Audrey pour tous ces bons plans. Tout de suite, nous on va les retrouver. Hélène, elle est bien sûr toujours près de Valenciennes à Sebourg. Et ça va vous faire plaisir, Christine, on a trouvé un homme qui repasse, regardez. Alors, Monsieur Lansky, d'où vous est venue cette passion pour les fers à repasser ? Écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer dans les années 1980 Monsieur Bayard à Roubaix, qui était un industriel roubaisien, qui avait des représentants un peu partout dans le monde, qui devaient lui ramener des commandes et des fers à repasser. Donc, par le biais de ses représentants, il a amassé une collection de fers unique au monde, des fers de tous les pays. Et quand j'ai rencontré Monsieur Bayard, il m'a, entre guillemets, refilé la maladie quelques secondes après. Et je suis tombé amoureux des fers à repasser. Et alors, de celui-ci particulièrement, qu'est-ce qu'il a de spécifique ? Oui, alors là, vous avez, je vous présente le premier fer à repasser, Calor, commercialisé à partir de 1917. En 1917, donc l'électricité dans les maisons a été remise en état uniquement par le biais de l'éclairage. Les prises de courant, c'était secondaire. Ce qui fait que Calor commercialise un fer avec non pas une prise à l'extrémité du fil, mais une baïonnette qui pouvait s'installer à la place de la lampe. Vous avez compris, évidemment, qu'on ne pouvait pas repasser le soir. Oui, forcément. Et du coup, il y a aussi cette planche à repasser qui est assez spécifique. Bien sûr, je suis heureux de vous montrer ce fer Calor et cette table à repasser d'une forme tout à fait particulière, avec un pied central. À quoi ça servait ? Qui permettait de recevoir un panier en osier, qui n'est pas courant non plus, et qui permettait au linge de retomber et de venir non pas reposer sur le sol, mais à l'intérieur du panier, comme ceci. Ça aussi, c'est très astucieux. Et alors là, il y a une machine qui m'intrigue beaucoup. Elle sert à quoi ? Alors, cette machine est peu courante. Elle était utilisée dans les couvents pour réaliser le tuyautage, les ondulations sur les coiffes de religieuses. Alors c'est ce qu'on voit là, notamment. Alors c'est ce qu'on voit ici. Voilà le rendu du travail de cette machine surprenante. Alors c'est une machine à tuyauter en continu, donc qui est chauffée électriquement et qui va permettre comme ça de réaliser ces ondulations magnifiques sur de la dentelle préalablement amidonnée. C'est assez incroyable. Vous avez une collection d'ailleurs qui est tout à fait incroyable. On voit là aussi, vous avez notamment des fers qui servent pour des métiers très particuliers. Là par exemple, c'est un chapelier. Alors là, je dirais que c'est un petit peu une petite partie que j'aime beaucoup. Les fers de chapelier qui n'étaient pas utilisés pour repasser, mais pour bichonner les chapeaux. Ça, c'est une expression qu'on retiendra en tout cas. Merci beaucoup. Donc, Christine, vous avez retenu, on bichonne son chapeau. Bon, je retiens, je note. Merci, Hélène. À présent, un magnifique écrin musical pour une soirée de prestige. C'est ce que vous pourrez vivre ce soir en direct à l'auditorium du Nouveau Siècle de Lille et sur notre antenne. Les 22e victoires de la musique classique. Une émission qui sera présentée par Louis Laforge et Frédéric Lodéon avec la participation, bien sûr, de l'Orchestre national de Lille sous la direction de Jean-Claude Casadesus qui nous fait le grand plaisir ce matin d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Jean-Claude Casadesus, merci d'être notre invité à quelques heures de ce grand événement à l'auditorium du Nouveau Siècle. Alors, ces victoires de la musique de Lille, c'est une magnifique vitrine pour... Écoutez, c'est une fête magnifique, c'est une fête vraiment admirable qui met en valeur beaucoup de talents. Le talent de l'orchestre, naturellement, mais le talent de tous ces jeunes musiciens qui vont proposer au public à 1 heure de grande écoute. Et là, je suis heureux de féliciter France 3 pour sa sensibilité et son intelligence en première partie de soirée, de ne pas avoir peur de proposer, comme on dit, vous savez, de la culture, de la grande musique, mais c'est magnifiquement varié. Et je trouve qu'on manque de ce genre d'émission et c'est merveilleux que France 3
et cette idée de le faire. Enfin, ça va être une belle soirée. Et nous, on vous remercie d'autant plus d'être là ce matin parce que je sais que vous étiez en répétition très tard encore hier soir. On a suivi les répétitions hier. Regardez ce reportage signé Mustapha Nezari et Bruno Espalieu. Edgar Moreau, retenez ce nom, le jeune prodige du violoncelle enchante déjà l'auditorium du Nouveau Siècle qui accueille les victoires de la musique après 10 ans d'absence. C'est la deuxième fois que les victoires de la musique classique viennent à Lille. La première fois, c'était en 2004, dans le cadre de Lille, capitale européenne de la culture. Et ça va vous faire sourire, mais ça reste l'émission de référence. C'est-à-dire que partout où on va, on nous dit « Ah, qu'est-ce que c'était bien ce que vous avez fait à Lille ». Donc c'est une raison de plus pour être très heureux de revenir cette année. C'est possible de régler ça maintenant ? Les répétitions s'enchaînent, tout doit être au point, aussi bien sur le plan musical que technique. France Télévisions a déployé pour l'occasion des moyens exceptionnels, une centaine de techniciens, des caméras sophistiquées et un décor impressionnant pour une grande émission de spectacle vivant. On arrive aujourd'hui à avoir un chœur qui représente à peu près 1,5 million de téléspectateurs. C'est beaucoup, parce qu'on est parti de très loin. Et c'est tout le travail que le service public peut offrir aujourd'hui aux téléspectateurs. Jean-Claude Casatsu dirigera ses musiciens une grande partie de la soirée. Pour lui, cet événement doit être à la portée de tous. C'est de permettre en effet au public d'avoir accès à une heure d'écoute normale, et la culture, plus que jamais, a besoin d'être diffusée pour garder sa part d'humanité. Les victoires de la musique classique, c'est lundi soir en direct de Lille à partir de 20h30 et c'est sur France 3. C'est quelque chose que vous défendez, vous, depuis longtemps, hein, permettre à tout le monde d'accéder, justement, d'avoir accès à la musique classique. Vous savez, la musique, c'est une planète magique. C'est la traduction la plus poétique de la vie. Et tout mon projet artistique repose sur la nécessité, dans cette belle région de 4 millions d'habitants, qui m'a piégé affectivement, parce qu'au fond, je suis resté ici. Pourquoi ? Parce que j'aime les gens de cette région. Et pour notre plus grand bonheur. Vous êtes gentil, mais il y a quelque chose qui a participé de mon accomplissement humain et artistique, dans la mesure où j'ai pu partager avec mes musiciens ce qui est notre humus. L'émotion, on ne dira jamais assez, vécue en direct aussi, à quel point elle peut vous ravir, c'est-à-dire vous arracher à votre propre univers. Et je crois que dans ce monde un peu cruel et de brut, ça fait du bien. Oui, on a besoin de rêver. Et avec un magnifique écrin, hein, cet auditorium qui est somptueux. Magnifique, et je mets ma reconnaissance va Elles auraient pu avoir lieu en 2013, hein, les victoires de la musique, mais on a préféré la salle n'était pas terminée. Je suis prête. Heureux d'offrir cette salle à France 3, que grâce à la sagacité, à l'intelligence du président de la région, M. Percheron, on a pu avoir cette salle après 10 ans de débat. Voilà, parce que en fait, c'est un bijou, cette salle. C'est un bijou qui nous est envié maintenant, je dirais même en Europe, parce que l'acoustique est une des meilleures qu'on puisse trouver actuellement. Alors, la dernière fois que les victoires de la musique ont eu lieu, c'était en 2004, avec Lille 2004, il y a 11 ans. 2004, capitale européenne de la culture, et nous avions le plaisir d'accueillir France 3. Et puis France 3 revient maintenant, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois d'ailleurs. Bon, on espère qu'il y aura d'autres. Vous allez voir une pléiade de jeunes artistes, c'est ça qui est inouï, c'est que l'avenir est assuré. Vous avez des jeunes pianistes, jeunes clarinettistes, percussionnistes. Enfin, il y a une espèce de florilège de talents. Et en même temps, on passe d'un style à un autre. Hein. Sans arrêt, on passe de Tchaïkovski à Beethoven, en passant par Mozart, en passant par Franz Lehár. Oui, en quelques minutes, il faut s'adapter au nouveau style. C'est un exercice, mais cet exercice-là, je veux dire, est bénéfique pour tout le monde, je crois. Alors, en 2004, vous aviez reçu une victoire d'honneur. Oui. Ce soir, vous remettrez vous-même une victoire d'honneur à un grand ténor. Grand chanteur, très grand ténor, Jonas Kaufmann. Un ténor allemand qui arrive, il est allemand, il est en train de chanter à Covent Garden. Il arrive tout à l'heure, nous allons répéter tout à l'heure d'ailleurs, le pays du sourire. Et je pense que pour le bonheur des téléspectateurs, il donnera toute la mesure de son talent.
Alors, l'Orchestre national de Lille figure lui-même indirectement, hein, en fait, dans les nominés, avec justement dans la catégorie compositeur de l'année. Oui, nous avons accueilli Connaisson au début de l'année pour une création, Guillaume Connaisson, pour une création avec 4 percussionnistes de mon orchestre, enfin un groupe qui a été constitué, qui s'appelle le Quatuor Beat, et il est nommé, oui, il est nommé, alors... L'orchestre a aussi, si vous voulez, participé d'une certaine façon à sa mise en valeur. Alors c'est une belle année pour l'Orchestre national de Lille parce que c'est aussi les 40 ans. La saison 2014-2015, c'est à partir de septembre, on fêtera les 40 ans de l'Orchestre. Les 60 ans de carrière, les 40 ans de l'orchestre, le temps passe vraiment très vite. Merci, c'est ce que me dit ma chère maman qui a 100 ans et me dit 100 ans c'est passé si vite. Alors, il y a beaucoup, dans tous ceux qu'on va voir ce soir, il y en a beaucoup qui sont déjà passés à l'Orchestre national de Lille, qui se sont produits. Vous le disiez, il y a une pléiade de jeunes artistes et plus anciens qui sont venus jouer avec l'Orchestre national de Lille. Des pianistes comme Bertrand Chamaillou qui est venu, il y en a d'autres qui vont revenir. Il y a Edgar Moreau, ce jeune violoncelliste prodige dont on a vu les images tout à l'heure, que j'ai accompagné moi l'année dernière avec l'Orchestre de Saint-Pétersbourg, que j'ai invité cette année. Vous avez de nouveau Ismaël Marguin qui participera aussi dans des manifestations de l'orchestre, et puis Rémi Génier, et puis Raphaël Sévère, ce clarinettiste magnifique que vous venez d'entendre, et puis des grands chanteurs, Sonia Yancheva, qui est une star, qui a chanté à l'Opéra de Lille d'ailleurs avant de chanter dans le monde entier, et puis voilà, il y en a plein, je ne peux pas tous les citer. Et d'ailleurs, dans le prochain François Leroux aussi, magnifique chanteur. Et le prochain concert de l'Orchestre national de Lille, les 16 et 17 février, fera la lumière sur une des victoires de 2012, je crois. Oui, le prochain concert, c'est après-demain, enfin dans 2 jours, à Gravelines et à Denain. Et avec un violoniste qui était Victoire en 2012, Victoire de la musique en 2012, alors je vais écorcher son nom, Nemanji Radulova. Radulovic. Oui, Radulovic. Radulovic. Non, alors ça, c'est pas cette semaine, mais c'est... 16 et 17 février. Voilà. Exactement. Mais cette semaine... Je vous le rappellerai, au cas où. Nous serons jeudi et vendredi à Gravelines et à Denain. À quelques heures de cette grande soirée, vous vous sentez comment? Écoutez, je suis très concentré parce qu'il se trouve que des chanteurs ont été malades, donc j'ai une autre œuvre à apprendre d'ici tout à l'heure. C'est-à-dire 2h30 où nous répétons cet après-midi 14h30. On vous fait confiance, tout va bien se passer. Mais il faut être ramassé, concentré, mais avec la joie de participer à cette émission, je pense que les choses... Merci beaucoup Jean-Claude Cazassine de nous avoir fait le plaisir de venir ce matin. Je sais que ce n'était pas évident dans votre planning, mais vous nous avez fait ce plaisir et on vous en remercie beaucoup. Et bien sûr, on vous retrouve ce soir en direct à l'Auditorium du Nouveau Siècle et sur France 3 pour cette soirée, les 22e victoires de la musique classique. Merci et belle soirée à vous. Merci beaucoup. On va tout de suite aller retrouver Hélène, bien sûr, pour terminer cette visite à Sébourg. C'est parti. Et c'est l'un des lieux qui fait le charme de ce bourg, son moulin à eau. Je suis avec le propriétaire Jean-Baptiste Morage. Bonjour. Alors c'est quoi l'histoire de ce moulin? Il est très ancien. Alors le moulin, oui, effectivement. Donc, le moulin date d'avant la Révolution française. La construction est de 1785. Donc depuis 1785, il tourne. Bon, avec une certaine évolution mécanique, je dirais. Mais c'est un moulin familial. C'est un moulin familial, oui, tout à fait. Nous sommes ici depuis 6 générations. Nous sommes arrivés ici en tant que locataires du baron de Sébourg en 1885 et mon arrière-grand-père a racheté le moulin en 1928. Et vous vivez du moulin alors? Et nous vivons du moulin, des produits qu'on transforme dans... Parce que vous êtes agriculteur à la base. Nous sommes agriculteurs vous aussi. Faites de la farine. Oui, et on va aller voir à quoi ça ressemble tout de suite. Vous allez nous montrer comment on fait cette farine. Alors en fait, c'est la force de l'eau qui permet d'actionner le moulin. C'est ça? Comment ça marche? Absolument. Grâce à l'eau et grâce à l'aide d'une turbine, on arrive à faire fonctionner le moulin. Et faire fonctionner les appareils qui servent à fabriquer la farine. Donc là, on est dans la salle des machines. Oui, les machines, on appelle ça les appareils à cylindres. Vous avez 2 gros cylindres en fer qui tournent en sens opposé et la marchandise, le blé passe au milieu. On obtient la farine. Là, on voit le blé qui tombe directement dans la machine. Alors, on écrase le blé en plusieurs étapes. Ici, on a 8 passages, donc, afin d'obtenir une farine bien homogène et une farine de meilleure qualité. Et pourquoi pas en une seule étape? Alors, la farine chaufferait et ça détériorerait la qualité de la farine. Donc, on est obligé de la passer plusieurs fois. Là, c'est quelle étape, là? Alors là, on est à la 5e étape.
On peut voir déjà à quoi ça ressemble? C'est presque déjà de la farine. Ah, c'est presque déjà, oui, tout à fait. Encore quelques petits tamisages. Ça repassera encore, ça va encore repasser dans les appareils encore 3 fois et puis on obtiendra de la farine, une farine de qualité. Qu'est-ce que vous en faites de cette farine? Alors les boulangers artisans de la région et puis les particuliers aussi, les gens, enfin, toutes les personnes, je dirais, qui ont besoin de farine peuvent venir ici s'approvisionner. C'est assez rare en fait des moulins qui font encore leur farine à l'ancienne. Ah, je crois qu'on doit être encore 200 à peu près en France, enfin 200 indépendants. Comme moi en France. Ouais, c'est de plus en plus rare, ouais, tout à fait. Et ça donne un pain avec un goût assez particulier, je suppose. Oui, bien sûr. Travailler de cette façon lente comme autrefois permet de préserver tous les arômes de la farine et puis obtenir un pain de qualité et délicieux, je dirais même. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, vous avez un village charmant. J'espère que la visite vous a plu, Christine. Et sachez que l'association des collectionneurs cherche un local pour pouvoir exposer ses fers à repasser. Alors, si vous connaissez quelqu'un... On vous envoie l'adresse si on connaît quelqu'un, pas de problème. Merci beaucoup, Hélène. Et demain, bien sûr, on vous retrouvera pour un autre musée, celui de la faïence à Dèvres. Et nous, demain, sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin, on vous parlera de la journée mondiale contre le cancer qui aura lieu mercredi 4 février et notamment des soins de support proposés aux personnes malades et à leurs proches, activité physique, nutrition, soutien psychologique, relaxation ou encore soins socio-esthétiques. Eh bien, on verra quels sont les bénéfices de ces soins proposés aux proches et aux malades. Avant de se quitter, on va faire un point sur la météo pour vous dire que le temps sera calme cet après-midi avec un ciel où passages nuageux et éclaircies vont alterner. Les températures, elles, seront comprises entre 2 degrés pour les minimales à Aulnoy-Aymeries et un maximum de 5 degrés pour l'Homme ou bien encore le Frincouc. Dans quelques instants, vous avez bien sûr rendez-vous avec toute l'équipe de Laurent Boyer à Toulouse cette semaine. À midi, bien sûr, le journal avec Vincent Dupire. On se retrouve demain. N'oubliez pas de nous envoyer vos photos le matin avant 9h, nordpasdecalais.matin@francetv.fr et bien sûr pour avoir l'émission nordpasdecalais-matin.france3.fr. Bye bye, à demain.